nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les œuvres de fiction pour le primaire, pour le mois de février. On va commencer avec Du Voyage, qui est un petit livre français de Emmanuel Bourdier. Voilà. Donc dans ce petit livre-là, qui est relativement court, on va vous parler de Geronimo, qui est un jeune enfant et qui va vivre dans une communauté qu'on dit Tzigane, donc une communauté qui est nomade à travers la France. Donc c'est pas quelque chose qu'on est habitué de connaître, mais ça peut être vraiment très intéressant à aller voir. Donc Geronimo, vivant dans sa communauté, il va avoir envie d'apprendre des choses et il n'y a pas vraiment d'école attitrée pour ces populations-là. Forcément, il se déplace un peu partout. Donc Geronimo doit aller à l'école en changeant de milieu de manière fréquente. Donc, il nous explique au début que sa maman, qui est juste ici, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, sa maman le lève toujours tôt le matin pour l'amener à l'école et faire fi de toutes les inquiétudes qu'elle peut avoir pour son enfant. Et les raisons de cette attitude-là de l'enfant, c'est que les communautés sont un peu ostracisées. Donc, on dit d'eux que c'est des voleurs, que c'est des délinquants qui sont pouilleux. Donc, il y a vraiment un langage autour de ces communautés-là qui les clive d'un seul côté. Donc, c'est pas simple pour Geronimo d'aller à l'école. Il sait qu'il va être la cible de certains mots qui peuvent être méchants. Mais malgré tout, son envie d'apprendre prend le pas sur ses craintes. Et là, ce jour-là, à l'école, il va avoir un professeur en particulier qui va pas tolérer le comportement des étudiants à son endroit et qui va vraiment prendre sa défense. C'est vraiment très beau. Et ultimement, on va comprendre que le professeur va avoir une relation avec ce petit garçon-là. Il va lui apprendre à faire de la guitare et le professeur va prendre sa défense. On voit qu'il y a un lien entre les deux et c'est vraiment très beau. Je vais vous montrer le professeur juste ici. Voilà. Donc, c'est une histoire relativement courte, mais qui est vraiment axée sur la tolérance. Donc, il y a des belles images qui sont en gris, teintées de bleu. C'est vraiment très mignon. Donc, je vous invite à aller regarder ça de plus près. Le deuxième tome est un Québec-Amérique, juste ici. Donc, c'est Au chaud dans mon cœur de Édith Bourget. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus familiers avec les collections, on est dans la collection Petit Pousset. Sinon, je vous invite à aller la regarder de plus près. C'est une belle petite collection qui est faite pour le premier cycle primaire à peu près. Et ça nous vient d'ici. Donc, dans cette histoire-là, on va aborder le deuil. On a une jeune fille ici, je crois que c'est Mélodie, son petit nom, qui adore son grand frère. C'est la plus petite de la fratrie. Elle a 8 ans. Et son grand frère et sa grande sœur, qui sont vraiment plus vieux, ils ont 16 et 17 ans. Et on voit que c'est une belle famille qui vit ensemble. Malheureusement, le grand frère va être victime d'un accident et il va tomber dans le coma. Il va pas s'en sortir, malheureusement. Il va décéder. Donc, c'est une histoire qui n'est pas simple d'a priori. C'est vraiment triste. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut aborder le deuil avec les enfants et à cet âge-là, 8 ans, ils sont tout à fait capables de comprendre. Et là, dans le fond, c'est de montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on bâillonne nos émotions? Est-ce qu'on s'empêche de les vivre? Dans cette histoire-là, au contraire, on dit que les gens vivent en nous lorsqu'ils partent. Donc, c'est important de vivre ces émotions, de cultiver le souvenir des gens qui nous sont chers. La petite famille, on le voit, ils vont vraiment vivre plusieurs étapes. Et au bout d'un an, lorsque les émotions vont être, disons, plus intégrées, ils vont même changer la chambre du frère pour en faire une bibliothèque avec des images, des photographies tout le tour. Un peu comme un mémorium. Donc, j'aimais beaucoup l'aspect positif derrière tout ça. C'est sûr que c'est pas un sujet simple, en même temps, c'est bien d'en parler. C'est bien de mettre des mots là-dessus, même pour les plus jeunes. Les drames n'épargnent pas nos plus jeunes. Donc, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment doux, c'est vraiment bien fait. Les mots sont justes. Donc, je vous invite à aller regarder ça de plus près. Pas comme les autres, de Patricia Renaud-Degagné. Cet ouvrage-là, dans le fond, je dois vous le spécifier, n'est pas actuellement dans notre salle de montre. Il était dans la salle de montre du mois de décembre. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que n'ayant pas eu l'opportunité de vous parler des livres du mois de décembre, parce qu'on n'avait pas de capsule, je trouvais ça triste qu'il passe sous le radar. Donc, vraiment, ça vaut la peine de pouvoir vous en parler. Donc, c'est un décembre, mais qui n'est pas dans la salle. Pas comme les autres, c'est l'histoire de Nathan. Il a à peu près 10 ou 11 ans, un peu marabout. C'est quelqu'un qui adore Fortnite, pour ceux qui connaissent le jeu. Et là, c'est la saison qui va en plus s'ouvrir. Il est très content. Mais sa maman a décidé qu'ils vont aller faire un périple
C'est une anthropologue et elle a des liens avec la communauté Eyush-Etchi, excusez-moi, qui est la communauté Cri, près de la baie James, au nord du Québec. Et dans le fond, ils vont aller passer une semaine là-bas, donc pas de Fortnite, plus de jeux, ils vont vivre dans un chalet où il n'y a pas d'électricité. Donc c'est vraiment un dépaysement, mais en même temps, il va faire la connaissance d'un garçon qui s'appelle Peter Pan. Et ce garçon-là, il écrit et il parle la même langue que Nathan et il va l'initier, si on veut, à la culture là-bas. Donc, comment est-ce qu'on apprête les poissons, quelles sont les activités, un peu la mentalité aussi autour de la chasse, on va le voir. Il y a une notion de respect qui est particulière lorsqu'on chasse un animal, on se doit de le remercier. C'est vraiment très intéressant, on fait vraiment un petit tour d'horizon. C'est un tout petit roman, mais on fait un tour assez rapidement. Ce qui est particulier, dans le fond, dans l'histoire, c'est que Nathan et Peter Pan vont faire du canot, ils vont être surpris par un orage, et ça va les mener dans une grotte. Et dans cette grotte-là, il va se passer des choses qui sont pas très loin du fantastique, donc des esprits qui sont le pont entre nous et la nature, un grand frère ours. J'essaierai pas de prononcer le nom des esprits, il y avait vraiment trop de voyelles là-dedans, mais je vous invite à aller le voir. À la fin, on a un petit lexique pour nous aider à prononcer les mots correctement. Donc c'est vraiment très chouette. Pour ceux qui ont vu les capsules antérieures, on avait parlé de niche pour le 3e cycle primaire. Là, on en a un pour le 2e cycle primaire. Qui est d'une toute petite maison d'édition québécoise. Donc, je vous invite à aller le regarder, c'est vraiment chouette. J'ai vraiment appris avec ce petit livre-là et vous avez de plus amples informations à la fin, notamment sur les noms, sur les origines, qui sont les cris finalement. Donc, pas comme les autres. L'ouragan et moi, Québec-Amérique encore, de Marie-Pierre Gazaille. Un petit livre encore une fois pour le 2e cycle à peu près. Cette fois-ci, nous suivons Philémon, qui a 10 ans, et il nous explique qu'à 4 ans, son père Louis est devenu sa deuxième mère, Ingrid. Donc, on parle de transparentalité. C'est un des premiers, personnellement, que je croise. Encore une fois, vraiment très doux, très posé, très terre à terre. C'est assez simple, donc on nous parle un petit peu, comment l'histoire a commencé. À 4 ans, Louis est devenu Ingrid, donc qu'est-ce que ça a apporté comme modification d'un point de vue de la structure familiale. On a maman Ingrid au 2e étage d'un duplex et la deuxième maman, excusez-moi, je me rappelle absolument pas son nom, au 1er étage. Donc on voit qu'ils ont décidé de rester ensemble pour le bien-être de leur garçon. Mais c'est sûr que pour la maman qui est attirée par les hommes, c'était plus tout à fait possible. Malheureusement, Philémon va vivre un peu de moquerie de la part d'un autre personnage qui s'appelle Noam, qui est à l'école avec lui, qui comprend pas très bien ce qui implique un changement de sexe, et va s'en moquer. Et c'est dur pour Philémon, qui est un petit peu anxieux, de mettre des mots là-dessus. Éventuellement, à l'école, il y a un oral qui doit être composé par les étudiants. Et c'est là que l'ami de Philémon va proposer qu'on parle d'Ingrid et de son parcours, qui est notamment l'occasion de voir comment les gens vivent un changement de cette nature-là, mais aussi pour, comment je pourrais vous dire, simplement apporter un nouvel angle sur ce sujet-là. J'aimais bien la manière qu'il l'avait dit. On n'a pas tous les détails non plus, on parlera pas vraiment de l'oral, mais on comprend que les enfants ont apprécié, que ça a permis de poser des questions, qu'il n'y avait plus de tabou. C'est souvent là que ça blesse dans des sujets comme ça. Donc vraiment très très bien, j'ai bien aimé. Finalement, Noam va même s'excuser à la fin auprès de Philémon, lui dire qu'il comprend maintenant. Il va même, il y a une amitié qui se développe. C'est vraiment bien, c'est vraiment doux. Donc je vous invite à regarder ça de plus près. C'est une édition luxe. La guerre des pupitres, ce n'est pas la guerre des étoiles et ce n'est pas la guerre des tucs, mais qui sont d'ailleurs marqués sur la couverture, c'est bien la guerre des pupitres. La raison pour laquelle on veut parler des Jedi, c'est que c'est déjà inclus dedans. Je vous explique. On a une classe de 4e année avec Monsieur Olivier. Et Monsieur Olivier, c'est quelqu'un qui adore les Jedi, c'est un fan de Star Wars et il a décidé de monter toute sa structure comment on dirait, faire de la discipline. Il l'a monté avec l'idée de Star Wars. Donc, il y a des systèmes d'émulation. Il y en a un qui est collectif, il y en a un qui est davantage individuel. Il y a du renforcement positif à travers tout ça. Bref, les idées sont très, très cool et on voit que les étudiants adorent leurs professeurs. C'est vraiment l'amour fou. Mais un jour, il y a un appel, M. Olivier reçoit un appel et il disparaît. Tout simplement. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la nature de cet appel-là, c'est quoi l'enjeu. Et d'ailleurs, on ne le saura jamais. Ce qui est important, en fait, c'est ce qui se passe après. Les étudiants se retrouvent à avoir des remplaçants, mais des remplaçants pratiquement au jour,
tous plus incompétents que les uns que les autres, même si bien intentionnés malheureusement. Et il va naître de ça un gros sentiment d'amertume, l'impression d'être laissé pour compte, l'impression qu'on ne les prend pas au sérieux. Et à un moment donné, c'est la révolte. Donc on va décider de faire une barricade devant la classe, on n'est pas content. Et c'est une fille d'ailleurs qui va mener les étudiants à ce plan-là. C'est pas à leur avantage non plus. Et comme on le va le voir vers la fin avec la dernière professeure qui va les prendre en charge, la violence, c'est jamais une solution. Ceci dit, on peut comprendre que les étudiants n'aiment pas être laissés pour compte. C'est pas parce que c'est des enfants qu'on doit les laisser en dehors des décisions et prendre pour acquis qu'ils comprendront pas, quand même. Et cette professeure de yoga-là, dans le fond, c'est la professeure des parents de notre protagoniste. Et c'est elle qui va prendre soin de ces étudiants-là, notamment à travers le yoga. C'est ça qui est intéressant. Elle dit notamment que les Jedi, comme toute forme de guerrier, oui, il y a la force physique extérieure, mais c'est important aussi de savoir se recentrer à l'intérieur, gérer ses émotions. Donc le yoga va prendre le pas et va devenir une composante un peu de la discipline du groupe, juste le temps que M. Olivier revienne, parce qu'il va revenir évidemment. Donc, une histoire sur plein de thèmes qui sont quand même, à mon sens, importants, surtout qu'on le sait aujourd'hui, les élèves sont souvent sujets à ça, les professeurs qui quittent, les débats précipités, la récurrence des remplaçants. C'est un sujet qui est très actuel, les professeurs pourront en témoigner. Donc, j'ai beaucoup aimé la manière qu'ils l'ont abordé, la manière qu'ils ont introduit le yoga aussi, qui est un peu... Les étudiants pensaient que c'était quelque chose pour les vieux, alors que non, c'est quelque chose qu'on peut tous utiliser indépendamment des âges. Il va y avoir même des pauses de yoga à tous les chapitres. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Donc, vraiment chouette. Un autre roman d'ici. Donc, je vous invite à regarder ça de plus près, encore une fois. Le petit garçon qui faisait des arabesques, c'est pas un album, c'est vraiment un roman. Je vais vous montrer à l'intérieur. C'est vraiment, il y a du texte, mais il y a aussi des illustrations. Donc, c'est une petite forme d'hybride avec un album. C'est de Michel Carabeuf. Un roman comme j'en vois relativement peu, c'est quelque chose de très tranche de vie, qui a des micro-histoires qui s'accumulent, un peu comme un petit train, c'est vraiment mignon. Donc on a notre petit garçon ici, dont j'ignore toujours le nom, je me rappelle jamais de son nom, je pense qu'on ne l'entend pas en fait. Il veut faire du patin, on le voit, c'est assez manifeste, mais bon, c'est pas toujours simple comme on le voit à l'arrière. Il aimerait beaucoup faire des accels, des piquets, faire des roulades, il aimerait beaucoup être excellent, mais il n'y arrive pas. Mais comme il sort à chaque jour pour aller en faire, il va rencontrer plusieurs formes de personnages. On ne sait pas exactement si ces personnages-là sont partie prenante de son imaginaire ou non, mais en fait, c'est pas vraiment important. Notamment un banc de parc qui était autrefois un arbre qui va lui parler de saine gestion des ressources, comment on dit là, d'être conforme ou non à certaines attentes. Il y a plein de je vous le dis avec des grands mots d'adultes, mais en fait, c'est vraiment gardé très simple. Il y a aussi le rat qui va lui parler, c'est ça, le conformisme, et on a aussi l'âne qui va parler des stéréotypes de genre. Donc, on a plusieurs personnages qui vont jalonner le récit avec chacun une petite leçon ou un petit sujet à amener. On va voir aussi différents moments à différents endroits. J'imagine que les Français pourraient peut-être mieux les connaître que nous, parce que je vois qu'il y a vraiment des noms très très précis. Il y a même une manifestation dans les années 60, là encore. J'imagine que historiquement, ça devait être assez proche et assez véridique. Donc, c'est quelque chose de très léger, ça fait différent, et on peut parler de différents sujets avec nos cocos une fois qu'on aborde ce genre d'histoire-là. J'ai vraiment trouvé ça bien. Parfois, des histoires légères peuvent aussi peuvent être tout à fait pertinents. Donc, encore une fois, je vous invite à le regarder de plus près. Le dernier que j'ai reçu hier, vraiment... C'est vraiment le cas de dire, j'ai dû le lire toute la soirée hier, parce que je tenais à vous le montrer et je tenais à savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, un autre Québec-Amérique sous format un peu d'album, donc lui aussi, le 7e étage et demi de Suzanne Aubry. Je vais vous montrer, il y a des images dedans. Voilà, des images comme celle-là. Donc, qu'est-ce que c'est le 7e étage et demi? En fait, c'est l'histoire de Camille. Et Camille va apprendre que sa mère souffre d'une leucémie. Donc, c'est pas simple comme sujet, encore une fois, mais c'est pertinent. Donc, on voit au début, dans le fond, qu'il y a un début de traitement. La mère se veut rassurante, je vais pas mourir, ça va bien aller, je vais suivre ce que les médecins disent. Et à un moment donné, lorsqu'elle sort de l'hôpital avec sa tante, qui est la jumelle de sa mère,
l'ascenseur va s'arrêter abruptement entre le 7e et le 8e. Et là, il y a un déséquilibre. Et c'est là que rentre un peu le symbole du déséquilibre, justement. Le 7e étage et demi va rester. Il y a toujours cette impression-là d'être débalancé, d'être entre deux, d'avoir eu un peu le haut le cœur qu'on ressent, et ça ne va pas la quitter. Fait qu'on va vraiment parler des émotions autour de ça. Donc le récit va être marqué un peu par les éléments du quotidien, les choses qui vont changer, les choses qui vont rester, peut-être aussi la prise de conscience qu'on fait de certains éléments de notre vie parce qu'on pense effectivement qu'ils vont partir dans un avenir rapproché. La maman va avoir plusieurs rechutes et ultimement, malheureusement, va en décéder. On voit aussi que Camille, elle mûrit à travers tout ça beaucoup trop vite, sans doute. La particularité, c'est que sa tante a le même visage que sa mère. Donc, mais encore une fois, je trouve ça bien qu'on en parle dans les livres parce que c'est vraiment des sujets qui peuvent être lourds. C'est pas toujours simple de mettre des mots sur des situations comme ça. Ici, je trouve que l'auteur y arrive tout à fait. Les images sont douces aussi. On est dans des roses et des violets. Aussi, mettre des mots sur des émotions qui peuvent être conflictuelles. Il y a tout un schéma, il y a tout un processus de deuil qui se fait, que la personne décède ou non, il y a toujours un deuil à faire. Donc, je pense que c'est important de pouvoir en parler avec les jeunes et moins jeunes. Celui-là, je crois qu'on l'avait mis pour le troisième cycle primaire. Donc, j'ai trouvé ça beau. Elle va rencontrer justement une jeune fille, Azadeh, qui est une Iranienne, donc une jeune fille de son âge, qui elle aussi se bat contre une leucémie, et elle va s'en sortir. Mais elle aussi, on voit qu'elle est teintée d'une certaine maturité, elle prend la vie avec une certaine philosophie. Les deux filles vont se créer un lien d'amitié qui va être très, très solide. C'est beau aussi de pouvoir dire que à travers les éléments qui peuvent être plus difficiles, on peut se retrouver avec certaines personnes. Donc au final, je dirais que le thème principal, c'est surtout la résilience, en fait. Comment est-ce qu'on va passer à travers de chemins difficiles, comment qu'on en apprend, qu'on en sort quand même gagnant. On dit aussi, puis Camille, la première, que ben, elle est chanceuse, elle a quand même sa tante pour prendre soin d'elle, elle n'a pas perdu ses deux parents. Je veux dire, elle a plus ses deux parents, mais elle a un membre de sa famille. Excusez. Donc, je vous invite à regarder ça de plus près, lui aussi. Et justement, de voir à quel point, des fois, la littérature jeunesse a ceci de particulier qu'on peut traiter à peu près tous les sujets. Il suffit juste de toujours trouver les mots. Donc, moi, ça me conclut pour aujourd'hui pour les incontournables pour le mois de février. Donc, j'espère que vous allez passer une belle année 2022. Donc, je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, c'est Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables pour le mois de février dans les fictions primaires. Donc, on va commencer avec Lou là-haut, un superbe pop-up aux éditions Helium. Donc, c'est une expédition. En fait, on a une jeune fille qui fait des recherches et qui souhaite rencontrer un loup qui a été aperçu dans la montagne à différents moments dans les dernières semaines. Donc, elle veut aller à la rencontre de cet animal. Ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, outre les illustrations qui sont absolument sublimes, c'est le fait que la nature prend énormément de place. Le personnage est toujours très petit par rapport au paysage grandiose qu'on nous présente. Donc, ça donne vraiment une ambiance de respect face à la nature tout au cours de l'expédition. C'est vraiment une belle histoire avec un rythme quand même assez lent, même si on est dans une expédition, dans une aventure. À découvrir. Je poursuis avec Le Lapin bricoleur, une œuvre très particulière qu'on pourrait dire un récit dont vous êtes le héros. On l'a appelé un récit labyrinthique. Alors, c'est vraiment ce que c'est. C'est une balade à travers cette histoire-là qui est un labyrinthe, en fait, parce que le personnage, c'est un petit lapin qui veut se construire une maison. C'est tout simple. Le lecteur va pouvoir faire des choix. Aussi banal que est-ce que ici pour la maison on ajoute un toit de paille ou un toit de bois. Alors on peut faire des choix comme ça. Par contre, plus on avance dans le récit, plus on va aller vers des univers imaginaires. Donc on va ici sélectionner une rencontre face à un personnage. Alors il y a un géant, un magicien, il y a un personnage qui a une tête d'horloge, ce que je viens de vous montrer comme illustration, qui va vous permettre d'avancer dans le temps ou de reculer dans le passé. Donc
c'est ça qui rend l'histoire en fait un peu labyrinthique parce que on va revenir dans le temps, donc on va revenir au début de l'histoire quand le lapin commençait sa construction, ou on va aller dans l'avenir, on va aller voir quand le lapin est devenu un architecte. Donc on va se promener comme ça dans l'histoire. Les illustrations sont vraiment chouettes. Il y en a même qui s'ouvrent ici. Je vais vous en montrer une qui se déploie. Là, c'est des volets à ouvrir comme ça ici, pour vraiment avoir une illustration grand format. Alors, je pense qu'il y en a 5 ou 6 en tout dans le livre. On a le petit signet, le petit ruban signet qui nous permet de savoir où est-ce qu'on est rendu. Parce que honnêtement, je me suis baladée longtemps dans le livre, puis j'ai jamais vu la fin encore. Donc, je pense que ça peut vraiment être un livre qu'on lit longtemps, qu'on reprend le soir suivant et qu'on poursuit notre aventure. C'est très intéressant aussi que ce soit autour de l'architecture, la construction. Donc, on va vraiment aller autour de la créativité, des idées de construire des maisons, puis on va aller aussi jusqu'à construire des villes un peu futuristes. Alors, c'est vraiment un livre que je vous recommande fortement. Je poursuis avec La Perle, alors qui porte très bien son titre, aux éditions La Partie, qui jusqu'à date font vraiment des trucs magnifiques à cette maison d'édition-là, qui est assez nouvelle. Ici, c'est un album sans texte de Anne-Margot Ramstein, puis on va suivre en fait le parcours d'une perle. On débute ici avec la cueillette de la perle, et par un jeu de hasard, en fait, il va arriver toutes sortes de choses à cette perle. Elle va être volée, elle va tomber dans une rivière. Donc, elle se promène de main en main, de bouche en bouche, parce qu'il y a des animaux qui vont la transporter aussi. Donc, on suit son parcours. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que dans la double page, on a toujours une illustration qui est très rapprochée. Puis, dans l'illustration à côté, on va aller dans un plan avec une vue d'ensemble. Donc, c'est le fun pour faire des prédictions aussi, comparer les deux prises de vue. L'équipe en entier, on a vraiment adoré cette œuvre. Je poursuis avec 2 œuvres qui nous ont marquées par leur singularité. Blanche Corbeau ou L'étoffe des souvenirs. C'est un livre qui m'a particulièrement touchée. Le texte est poétique. On est dans les souvenirs d'une vieille femme. Donc, il va être question de la mémoire. Il va être question un peu de son parcours de vie. Je vous lis un extrait. Cuisiner, jardiner, nettoyer, repasser, repriser, écouter, aimer, danser, mettre au monde, soigner, éduquer, pleurer, pardonner. Blanche avait tout appris. Mais l'oubli était arrivé et petit à petit, il s'était installé. Parfois, il faisait nuit dans sa mémoire. Et je vous montre les illustrations qui sont vraiment superbes. On est dans des superpositions de textures. C'est vraiment très particulier, mais à la fois très beau aussi. Donc, je pense que c'est vraiment une belle œuvre à ajouter à sa collection pour de l'interprétation, pour des belles discussions aussi sur les personnes âgées, le vieillissement, etc. La deuxième œuvre qui nous a touchés par sa singularité, Jour de silence, aux éditions La Marmite, Hameau. Donc ici, c'est l'histoire d'un village qui va être incendié. Ce qui est vraiment chouette dans ce livre-là, c'est qu'il y a plusieurs éléments de l'histoire, le village au départ, plusieurs éléments de l'histoire qui sont personnifiés. Alors, je vous présente ici le sorcier. Le sorcier qui va faire appel à Fire et lui demander, dans le fond, d'aller envahir le village. Donc, la sublime Fire de son énorme robe rouge va aller recouvrir le village et l'incendier. Ensuite, on va voir la venue de Silence qui va s'installer nuit et jour, des mois durant, dans le village, jusqu'à ce qu'elle fasse place à Espoir. Je pense que c'est vraiment mon personnage favori. L'illustration est absolument exquise. Donc voilà, très
très belle œuvre, place à interprétation, place à transposer ce drame-là à d'autres événements dans nos vies. Le cycle de l'arrivée des personnages aussi peut être analysé. Donc, c'est vraiment un beau bijou. Je poursuis avec Bandula, le grand sauvetage des éléphants. Très, très, très beau livre. En fait, on est dans un récit vrai. Donc, c'est l'histoire de James Ash Williams qui va se rendre en Inde, donc au début des années 1900. Puis, il va aller travailler avec les éléphants. À cette époque-là, on les utilisait beaucoup pour le transport du bois. Donc, on faisait... le bois, c'est du teck. Oui, alors le transport du bois, teck des jungles birmanes. Donc, voilà, c'est vraiment une belle œuvre sur la relation entre les animaux, les animaux et l'homme, parce qu'on va beaucoup parler de dressage, la façon dont les éléphants sont dressés. Ça touche beaucoup Williams qui va souhaiter changer ça. Puis il y a je ne veux pas dire, un cornac, oui. Alors un cornac qui va lui présenter Bandula, qui est un éléphant qui a été dressé de façon très douce avec ce cornac-là. Et les deux ensemble vont souhaiter que le dressage se fasse de cette façon-là à l'avenir pour les éléphants. Donc, enlever toute la cruauté qu'il y avait autour de ça. Williams va aussi souhaiter ouvrir un hôpital pour les éléphants. Alors, vraiment un lieu où on les soigne de façon convenable. Puis, Assa va nous être présenté aussi une aventure vraiment extraordinaire que Bandula et Williams vont mener ensemble. En fait, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale et il va y avoir un sauvetage de plusieurs personnes, femmes, enfants, des gens qui travaillaient avec les éléphants et les éléphants aussi. Donc, on va les amener sur une très longue distance pour fuir la guerre et on va demander aux éléphants de faire quelque chose qui est tout à fait contre nature, c'est-à-dire faire l'ascension de la montagne que je viens de vous montrer ici. Donc, avec Bandula comme leader en tête de ce groupe-là, ils vont réussir cet exploit. C'est vraiment un très beau livre avec beaucoup de thématiques à travailler pour un public du 3e cycle, à partir du 3e cycle. Je poursuis avec Les Amis du bois sans mousse. Très particulier ce livre-là. Ça débute avec l'arrivée d'un personnage, un panda, qui va arriver dans la forêt et qui va rencontrer les animaux de la forêt. Il arrive avec toute sa culture qui va intéresser beaucoup les autres animaux. Ils vont d'ailleurs goûter à du riz avec lui. Et ils vont entreprendre le projet de faire une rizière avec la butte qu'ils ont, la colline qu'ils ont dans leur forêt. Il y a un personnage qui ne sera pas d'accord avec ça, qui est le loup. Le loup va se mettre à bouder et il ne sera pas d'accord avec cette idée-là parce que lui, il se demande, si on fait une rizière avec cette colline-là, à quel endroit est-ce qu'on va faire de la luge maintenant? Malgré le fait que le loup n'est pas d'accord, les amis vont quand même poursuivre le projet, vont, pendant des semaines de travail, creuser les terrasses. Et ensuite, le panda va poursuivre son voyage. Les animaux de la forêt vont attendre patiemment que le riz pousse dans la rizière, mais ça n'arrivera pas. Parce que le panda n'avait pas prévu que dans cette région, l'eau allait geler. Donc, le projet tombe à l'eau. Et ensemble, les animaux vont être très ingénieux et décider de transformer le tout en patinoire. Patinoire en terrasse, c'est magnifique. Donc, ça se termine comme ça. Je trouve que c'est une œuvre qui a beaucoup de place à la discussion, à la réaction. Tout n'est pas dit. Le message, en fait, les messages ne sont pas nommés clairement. On peut vraiment les interpréter. C'est vraiment une belle œuvre à découvrir. Puis les illustrations sont superbes aussi. Donc, à vous procurer. Je poursuis avec le mariage de renard. Ici, on se plonge dans le Japon du Moyen Âge. Puis, on va aller découvrir, en fait,
toutes les étapes d'un mariage traditionnel avec des superbes illustrations. Regardez ici. Le texte est très court, poétique. C'est vraiment une belle œuvre. Ici. À la fin aussi, on nous présente, il y a 2 petits haïkus à la fin, encore une fois, pour être encore plus plongé dans la culture japonaise. Puis, on nous présente aussi, ah oui, il y a une belle page ici, regardez, on a un volet qui s'ouvre, comme ça ici, pour la belle procession du mariage. On a des explications ici dans un lexique aussi. Et on termine avec une œuvre d'art de Utagaya Yoshitora, ici, qui représente le mariage de renard aussi. Pleine brume de Antoine Guillopé. Alors, bon, encore un chef-d'œuvre de Guillopé. On a encore des découpes laser, mais ici, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a ajouté des pages semi-transparentes pour vraiment créer l'ambiance de brume. C'est vraiment réussi. On a une narration au jeu, donc on est dans les yeux d'un animal et on va suivre ses observations, ses sensations. Ça prend quand même un peu de temps avant qu'on sache c'est qui le narrateur. Donc, il y a place à la prédiction. On recueille des indices aussi. Regardez comme l'ambiance dans la forêt est bien installée. La fin laisse place à interprétation aussi. Je vous présente aussi les découpes laser. Tout en noir et blanc, bien entendu. C'est vraiment sublime. Ensuite, je vais vous présenter en rafale. On a plusieurs classiques ce mois-ci qui ont été illustrés. Donc, on trouvait que ça valait la peine de vous les présenter. Donc, on a Le vent dans les saules chez Albin Michel qui a été illustré par Thibaut Prugne. Ici, donc, c'est dans la collection qui est dirigée par Benjamin Lacombe. Je vous montre quelques illustrations. Vraiment très coloré, très gai. Voilà. Ensuite, Arsène Lupin, qu'on avait eu le mois dernier en album. Ici, on l'a vraiment en très grand format. Donc, c'est aux éditions Margot, illustré par Vincent Maillet. Moi, je vais travailler dessus. Je vous montre ici quelques illustrations. Très beau livre là, à présenter en lecture feuilleton à nos plus vieux, au secondaire, au primaire 3e cycle. Une autre version du vent dans les saules, illustrée ici par Chris Dunn. On a vraiment un petit faible pour celui-ci. Les illustrations sont d'un réalisme. C'est vraiment superbe. C'est le même illustrateur que le concours de cabane de Léa, qu'on avait beaucoup aimé aussi avant les fêtes. Regardez comme c'est magnifique. La scène ici, le festin. Ensuite, on a Princesse Sarah, encore dans la collection qui est dirigée par Benjamin Lacombe, aux éditions Albin Michel. Ici, c'est illustré par Nathalie Novi. C'est très floral. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Regardez ici. Et je termine avec L'île au trésor, qui est ici illustré par Héloïse Auger aux éditions Marmaille et compagnie. Alors, très grand format ici.
l'île au trésor. Donc, c'est ce qui complète ma capsule pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous!